Alors bonsoir, aujourd'hui moi je suis là pour vous parler des différents composants cellulaires du cerveau. Et lorsque l'on aborde ce sujet, la première chose qui vient à l'esprit, c'est les neurones. Mais je vais essayer de vous montrer ce soir qu'ils sont loin d'être les seuls maîtres à bord. Donc voici une représentation schématique d'un neurone composé de son corps cellulaire, de ses dendrites qui lui permettent de recevoir de l'information et de son axone qui lui permet d'en transmettre. Les neurones sont entourés par un environnement cellulaire riche et varié, comme vous pouvez le voir sur cette photo issue de microscopie à fluorescence, où les neurones sont marqués en bleu, et où on peut voir tout autour en rouge et en vert des cellules que l'on appelle les cellules gliales. Donc ces cellules ont été identifiées dès le 19e siècle, et on sait aujourd'hui qu'elles sont au moins aussi nombreuses que les neurones dans le cerveau. Qu'elles ont longtemps été cantonnées à un rôle de soutien et de support nourricier, mais grâce aux avancées technologiques, on sait aujourd'hui qu'elles participent à de très nombreuses fonctions cérébrales. Nous allons nous intéresser à 3 types de cellules gliales, en commençant par celles que l'on appelle les astrocytes. Donc si on regarde un petit peu plus près, on voit que les astrocytes sont situés à proximité des neurones, au niveau de la synapse, qui est le lieu de communication entre deux neurones. Et tout comme les neurones, ils possèdent des récepteurs aux neurotransmetteurs, ce qui leur permet d'être à l'écoute du message transmis. En retour, l'une de leurs fonctions va consister à moduler ce message en libérant différents messagers chimiques que l'on appelle les gliotransmetteurs. Ils ont également d'autres fonctions qui sont indispensables au bon fonctionnement des neurones et de la communication neuronale. Donc, en 2016, une équipe s'est intéressée aux astrocytes du noyau arqué de l'hypothalamus, qui est une structure cérébrale impliquée dans la régulation de la prise alimentaire. Donc, ils se sont demandé quel était le rôle des astrocytes dans le comportement alimentaire chez la souris. Et donc, pour examiner cette question, ils les ont modulés en les activant ou en les inhibant spécifiquement à l'aide d'outils géniques, puis ils ont observé les conséquences sur le comportement alimentaire des souris. Et ce qu'ils ont pu observer, c'est que chaque fois qu'ils activaient les astrocytes, en rouge ici sur la figure, les souris se mettaient à manger beaucoup plus qu'en temps normal. A l'inverse, lorsqu'ils les inhibaient, les souris diminuaient drastiquement leur consommation de nourriture. Ils en ont conclu que les astrocytes du noyau arqué, régulés par différents mécanismes à l'état physiologique, la prise alimentaire. Donc ces résultats sont particulièrement intéressants puisqu'ils suggèrent que des dérèglements des fonctions astrocytaires pourraient être à l'origine de troubles alimentaires tels que l'hyperphagie ou encore l'anorexie. Donc sans transition, nous allons à présent nous intéresser aux oligodendrocytes, qui sont des cellules dont la principale fonction est la fabrication de la gaine de myéline qui entoure les axones des neurones, à la façon d'un câble isolant, et qui permet du coup le transfert rapide et optimal de l'information sur de longues distances. Les oligodendrocytes se renouvellent continuellement tout au long de la vie, à partir de cellules immatures qui sont présentes dans le cerveau, et qui peuvent se différencier en oligodendrocytes sous le contrôle d'une protéine que l'on appelle MIRF. En 2014, une équipe s'est demandé quelles seraient les conséquences du blocage de la création de nouveaux oligodendrocytes chez la souris adulte. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inactivé MIRF chez un groupe de souris, qu'ils ont comparé à un groupe de souris normal. Les deux groupes ont été entraînés à courir sur une roue dite complexe, c'est-à-dire que les espacements entre les échelons étaient irréguliers, ce qui nécessitait que les souris mettent en place une nouvelle stratégie motrice pour pouvoir courir de manière efficace. Et voilà ce qu'ils ont observé après 7 jours d'entraînement. Donc les souris normales maîtrisaient l'exercice et mettaient en place une stratégie motrice efficace qui était toujours la même à chaque essai. A l'inverse, chez les souris où la création de nouveaux oligodendrocytes était bloquée, ils ont pu voir que la course était beaucoup plus lente et que la stratégie utilisée par les souris était aléatoire d'un essai à l'autre. Donc ces résultats suggèrent que la création de nouveaux oligodendrocytes à l'âge adulte participe à l'apprentissage de nouvelles stratégies motrices. Donc pour finir, nous allons nous intéresser aux cellules que l'on appelle les cellules microgliales ou la microglie. Ces cellules jouent le rôle d'éboueurs et d'agents immunitaires du cerveau. Elles possèdent de longs prolongements qu'elles déplacent en permanence dans l'environnement afin de le sonder et de réagir très rapidement en cas de besoin. Mais récemment, d'autres fonctions de ces cellules ont été découvertes, notamment leur implication dans différentes fonctions cognitives du cerveau. Donc, par exemple, en 2016, une équipe s'est intéressée à la microgliale d'une structure cérébrale appelée l'hippocampe qui est impliquée dans la mémorisation. À l'aide d'un agent pharmacologique, ils ont réalisé une déplétion transitoire de ces cellules chez la souris. Et ce qu'ils ont pu observer, c'est l'apparition de déficits de mémoire spatiale chez ces souris, qui avaient donc du mal à s'orienter dans l'espace, mais également l'apparition de déficits de sociabilité.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois la microglie revenue à sa place dans l'hippocampe, ils ont pu observer la disparition de ces deux types de déficits, ce qui suggère donc qu'elle est impliquée dans ces deux processus. Donc ces résultats sont intéressants puisqu'ils ouvrent potentiellement la voie à une meilleure prise en charge de patients atteints de troubles des interactions sociales de type autistique, mais également de pathologies comme la maladie d'Alzheimer, où l'un des premiers symptômes visibles est la désorientation spatiale. Donc pour conclure, nous avons vu aujourd'hui que les neurones sont loin d'être les seules cellules du cerveau, puisqu'ils sont entourés de cellules gliales qui jouent des rôles importants dans différentes fonctions cérébrales. Mieux identifier le rôle de ces cellules est aujourd'hui un enjeu d'importance majeure pour la compréhension du fonctionnement normal et pathologique du cerveau. D'ailleurs, mes travaux de recherche portent sur la compréhension du rôle de ces cellules dans les mécanismes de réparation mis en place par le cerveau suite à un traumatisme. Et nos premiers résultats suggèrent un rôle crucial de ces cellules dans la récupération fonctionnelle. Merci.